Voici la Ferrari 458 que j'ai achetée accidentée et que j'ai essayé de remettre en état en 7 jours. Non! Oh ouais, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Rien de tout ça ne colle. On a fait plein de réparations structurelles et on a même mis un nouveau panneau arrière. Ouais! Mais on ne pouvait pas avoir toutes les pièces en 7 jours. Et on s'est rendu compte que certaines pièces ne collaient même pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on va enfin la finir et la remettre en état de rouler. Let's go. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Wow, 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 wow. La voiture en a eu marre et elle s'est arrêtée toute seule. Commençons par installer cette partie avant. La dernière fois qu'on a bossé sur la voiture, on s'est rendu compte que tous ces panneaux qu'on a mis, eh bien, on a dû plus ou moins deviner comment les cadres s'alignaient. Parce qu'on n'avait pas d'autres 458 pour prendre les mesures. Ferrari ne veut pas nous envoyer les mesures, car ils ne veulent pas que des gens comme nous les réparent. Bon, alors, maintenant qu'on a les ailes, le capot et le pare-choc, on doit les monter et les aligner avec le reste de la voiture, là où on pense qu'ils doivent aller. Puis, on peut ressouder tous ces panneaux et s'assurer qu'ils soient tous bien placés. Allons-y. Bon, les panneaux sont tous apprêtés, mais avant de les peindre, on doit vérifier qu'ils s'adaptent bien. Et pour éviter que quelque chose ne soit tordu sur la voiture, la première chose que je vais faire, c'est enlever les charnières du capot et les remplacer par des neuves, car l'ancien capot était abîmé. On enlève les anciennes et on installe les nouvelles. Elles sont un peu différentes. Pourquoi est-ce que tu penses que les goujons sont si longs ? Il est universel, tu peux le couper à la taille souhaitée. À ce stade, rien n'est surprenant avec cette Ferrari. Les goujons de la charnière du capot sont beaucoup trop longs, donc je les donne à Liam pour qu'il les modifie afin qu'ils ressemblent davantage aux originaux. Pourquoi te fait-il confiance? Parce que je suis quelqu'un de super fiable. Pendant qu'il fait ça, je peux commencer à aligner les ailes avant avec les portes. Parce que je peux toujours accéder aux charnières du capot, même si elles sont montées. Et même si cet aileron avant est un produit de rechange, il s'aligne plutôt bien avec la porte. Donc j'en suis content. Et pendant ce temps, Bob, de l'atelier d'usinage, continue de bosser sur le car arrière. Cette fois-ci, il commence à réparer les bosses. On a eu cette Ferrari un peu moins chère parce qu'elle était abîmée. Cette aile est en place. On ne va pas parler de cette porte parce que si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, la porte était complètement déformée. Mais on a de nouvelles charnières pour la porte, on doit les installer. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal, mais si on déplace de ce côté vers l'extérieur, on va probablement devoir déplacer ce côté vers l'intérieur. Le mieux pour voir tout ça, c'est de mettre le capot. Mais pour l'instant, Liam n'a pas encore fini de peindre ses charnières. L'après est sèche. Matt a pris la GoPro. Finalement, Liam a mis un peu de peinture sur les charnières, et il y avait aussi un support de phare à réparer. Encore une fois, on a eu ce phare moins cher parce que le support était cassé, mais il était quand même inclus. Mon père a donc mis un peu de colle dessus et l'a remis en place. À ce moment-là, les charnières étaient sèches. Tout droit sorti du garage, regarde. Waouh! L'atelier de carrosserie de Liam, t'es Waouh! fier? Merci Liam. Chaque fois qu'on s'occupe d'une voiture avec des dégâts à l'avant, je dis qu'il vaut mieux changer les charnières du capot. Parce que si les charnières sont un peu tordues, vous allez passer votre temps à essayer d'aligner le capot. Pendant que je les installais, Bob a préparé le quartier arrière, prêt à y faire quelques soudures par point. Et bien sûr, ce car arrière est en aluminium. Donc ça demande une soudure TIG. C'est un type de soudure que je n'ai jamais fait avant. Mais Bob, lui, a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Si vous voulez apprendre à souder de cette façon, vous pouvez le faire à l'atelier d'usinage géré par Bob. Le lien est dans la description. Bon, on va mettre le capot maintenant. Parce que le capot est plutôt... Il n'y a pas de réglage à faire, mais on va mettre ça en place et on devrait pouvoir déplacer les ailes vers le capot. Mais voyons d'abord comment ça se place avec les nouvelles charnières, ça pourrait aller. Pour l'instant, pour mettre le capot, on utilise des écrous et des boulons au hasard, juste pour le maintenir en place. Comme ça, si tout est bien aligné, on pourrait l'envoyer à l'atelier de carrosserie pour le peindre après. Mais voyons si ces nouvelles charnières ont changé quelque chose avec ce capot de rechange. Ça a l'air toujours un peu bizarre. Pour être honnête, le tien n'est pas si mal. C'est un peu haut ici. Ce qui me fait penser qu'il faudrait le relever. Tu vois, comme ça. Il doit être comme ça.
Donc, le capot est encore un peu décalé. Mais maintenant, on a un pare-choc avant 458 d'origine. On va le glisser en place et voir s'il s'aligne bien avec les ailes. Puis on va fermer le capot pour voir comment il s'adapte. Parce qu'il y a une grille à cet endroit. Ouais, il n'est pas trop loin. Le pare-choc et les ailes sont bien alignés, c'est juste le capot, on n'a pas pu bosser sur les ailes et le pare-choc. Donc on dirait qu'on va passer les prochaines heures à essayer d'aligner ce capot avec le reste des panneaux à l'avant. Mais quoi qu'on fasse, on n'arrivait pas à l'aligner. Pour être sûr que ce capot n'avait aucun problème, on l'a enlevé et remis l'ancien capot endommagé pour voir s'il s'alignait. On en est arrivé à la conclusion que le capot d'origine s'aligne comme s'il n'était pas complètement en place. Mais le capot d'origine n'est pas haut aux endroits où ce capot est haut. Et regardez, il suffit de regarder ça. Si vous venez ici, regardez-le d'ici. Si vous vous baissez, regardez la distance entre le sol et ça là-bas. Et puis entre le sol et ça là-bas. En fait, c'est complètement tordu. On a en quelque sorte remis le capot standard en place. Mais il est clair qu'il est fichu, c'est impossible de l'installer, il est tout tordu et cassé. Donc je vais devoir commander un capot standard. Pour l'instant, on a réservé une place chez le carrossier. Donc on ne peut pas trop avancer sur l'avant. Notre priorité, c'est de finir le car arrière. Liam enlève le PPF de la porte du côté droit, car ils vont devoir repeindre tout ce côté pour que ce soit uniforme. L'arrière est presque prêt à être peint. Donc Bob a soudé partout ici, tout en bas. Mais on doit juste préparer cette voiture pour l'atelier de carrosserie. Et quand on la récupérera, on devrait pouvoir tout remonter. Mais on doit juste s'assurer que ce car arrière est bien en place et prêt à rouler. Allons à l'atelier de carrosserie. En gros, le capot de rechange ne s'adapte pas aussi bien que le capot d'origine. Donc je vais devoir commander un capot d'origine et espérer que ma théorie est bonne. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est préparer la voiture pour l'atelier de carrosserie. Donc on enlève le panneau de rangement à l'arrière, là où va le toit, pour que Bob puisse mieux accéder au car arrière et faire quelques soudures supplémentaires. Et une fois qu'il aura fini, la voiture sera prête à aller à l'atelier de carrosserie. On a réussi à faire démarrer la voiture, donc mon père va la conduire jusqu'au garage, puis on va la mettre dans la remorque, et elle va passer environ une semaine à l'atelier de carrosserie. D'abord, les gars vont se concentrer sur la peinture du car arrière et de tous les panneaux qui sont fixés à la voiture pour qu'ils puissent nous la rendre le plus vite possible. Ils commencent donc par le car arrière, avec une couche d'après, 2 couches de peinture, puis une couche de vernis transparent. Une fois qu'ils sont contents du résultat, la voiture peut retourner dans la remorque et rentrer à notre unité, où on peut maintenant commencer à la remonter pendant que les gars de l'atelier de carrosserie peignent le reste des panneaux qu'on a laissés là-bas. La dernière chose à peindre, espérons-le, c'est tout le métal exposé ici. Et juste pour donner un aperçu, on a l'exemple de la façon dont Ferrari l'a peint. Ils ont oublié de peindre le dessous. Ce qui n'est pas grave, donc on peut aussi oublier de peindre le dessous. Et puis, ils ont fait des éclaboussures là. Donc essayons de faire un peu la même technique. D'abord, on va mettre un peu d'après à graver. Puis on va passer directement au rouge. C'est parti. Comme pour l'atelier de carrosserie, je mets d'abord l'après sur le métal nu, mais contrairement à l'atelier, j'utilise une bombe aérosol. Mais je pense que toute cette structure a juste été peinte pour éviter qu'elle rouille, pas vraiment pour la rendre plus jolie. Donc j'espère que je ne pourrai pas faire pire que Ferrari. Je l'espère. Une fois l'après appliqué, je vais passer l'aérosol dont la couleur correspond à celle de la carrosserie. Quelques couches, et c'est fini. Tu sais quoi, cette peinture est plutôt sympa en fait. C'est pas mal, non? Ouais, c'est bien, ouais. J'ai peut-être mis un peu plus de peinture que Ferrari de ce côté-là. Ouais, regarde. Ferrari a dû être à court de peinture là, parce que j'en avais encore un peu. En fait, ça a l'air pas mal. On a fait un boulot à la Ferrari, comme du sur-mesure avec un peu de peinture en bombe. La porte a été repeinte et réparée là où se trouvait le rétroviseur. Le car arrière a également été repeint et s'intègre bien aussi. On peut voir que toutes nos réparations sont pratiquement invisibles maintenant. On doit repeindre l'intérieur du car arrière aussi, mais toutes les réparations dans le coin, c'est comme s'il n'y en avait pas. Les panneaux s'alignent bien, on dirait une Carrera GT pour l'instant. On doit aussi remettre le toit ou le capot aussi. De ce côté aussi, parce que l'aile a été peinte. Les gars ont aussi peint cette porte. Donc, tout ce côté est en quelque sorte harmonisé.
Mais les panneaux ne sont pas encore revenus, ni les ailes, ni le capot, ni le pare-choc. Mais en attendant, comme on a maintenant peint ce cadre avant, on peut commencer à installer les radiateurs et purger le système, ce qui pourrait être assez compliqué, car les radiateurs sont à l'avant et le réservoir de liquide de refroidissement est à l'arrière, ce qui peut causer des poches d'air. Donc mettons le radiateur en place et on va voir si notre réparation sur le radiateur va vraiment marcher ou pas. Bon, quand on a enlevé le radiateur de la voiture, on a remarqué un petit trou dans le plastique qui allait causer une fuite dans le radiateur. Mais il fallait attendre au moins 2 semaines pour recevoir un nouveau radiateur de Ferrari. Et on n'a trouvé aucun radiateur d'occasion. À la place, mon père a essayé de le réparer en faisant fondre des attaches en plastique dans le trou du radiateur. Et ça a l'air de tenir. Mais je suppose que nous saurons maintenant si ça fonctionne vraiment quand la température montera, une fois que nous aurons installé les 2 radiateurs avant sur la voiture. Ce que Liam et moi sommes en train de faire en ce moment, ce qui est assez compliqué. Il y a un gros capot en plastique après le radiateur et un autre juste avant. Ok, les radiateurs sont en quelque sorte en place pour le moment, mais les tuyaux sont pas branchés. Entre les radiateurs, là où ils sont fixés, il y a comme un petit morceau de caoutchouc, comme ça, et puis un autre morceau de caoutchouc, comme ça. Et c'est clairement pour absorber un peu les vibrations. Mais ce truc-là, c'est un support que Bob a fabriqué. Mais maintenant qu'on sait où va le radiateur et qu'il se monte là-haut, on peut juste faire un petit trou avec ce boulon. Et là où on a gratté, on va percer un trou et mettre un rivet à écrou pour que ce boulon puisse se visser directement dedans. Pour avoir un peu plus de place, j'ai retiré un boulon qui maintient le radiateur en place, ce qui me laisse assez d'espace pour percer le trou. Oh non, j'ai rayé la peinture! Je dois m'assurer que le trou est assez grand pour mon rivet. Puis je peux glisser mon rivet avec l'outil à riveter dans le trou que je viens de percer et l'enfoncer pour le mettre en place. Une fois qu'il est en place, je peux visser le boulon dans mon raccord. Et Liam doit faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est satisfait, on peut fixer les 2 radiateurs. Devant le radiateur gauche, il y a un condenseur de climatisation qu'on doit aussi glisser à l'intérieur et connecter aux tuyaux qui y vont. Il se fixe à l'aide de boulons. Une fois que les 2 sont en place et que Liam les a serrés, je peux retourner de mon côté et raccorder les tuyaux supérieurs et inférieurs du radiateur pour que le liquide de refroidissement puisse être versé. Ok. Parce que les radiateurs sont à l'avant de la voiture et que le système de refroidissement et le moteur sont à l'arrière, le liquide de refroidissement doit parcourir une longue distance, ce qui veut dire que l'air peut aussi rester coincé pendant un bon moment. Et s'il y a une poche d'air, l'eau ne peut pas pousser l'air, elle se bloque mutuellement, donc l'eau ne circule pas, le liquide de refroidissement ne refroidit pas. Donc, on va aspirer tout l'air du système avec ça. Si vous n'avez jamais vu cet appareil avant, je suppose que c'est parce que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est donc le moment de cliquer sur le bouton s'abonner, parce que ce truc, c'est une machine à remplir sous vide. Ça va dans un vase d'expansion et aspire tout l'air du système. Ça va faire passer l'air super vite par là. Ça crée une aspiration et ça élimine tout l'air. Ça va maintenant créer une pression négative à l'intérieur du système de refroidissement. Et on pourra voir ici s'il y a des fuites. Vous pouvez voir que les tuyaux sont complètement affaissés à l'avant et qu'ils maintiennent le vide. J'espère juste que la réparation tiendra à la pression négative, puis elle tiendra à la pression positive avec la chaleur. Voyons comment ça se passe. Maintenant que le système de refroidissement est bien sous vide, je dois commencer à y mettre du liquide de refroidissement. C'est important que la conduite soit bien remplie de liquide de refroidissement avant que le remplisseur sous vide ne l'aspire dans le système de refroidissement, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'air dedans. Une fois que j'ai ouvert le robinet, tout le liquide de refroidissement va être aspiré dans le système de refroidissement et va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vide. Ensuite, on peut retirer le bouchon du réservoir d'expansion et remplir le reste avec un petit arrosoir. On va démarrer et essayer de faire chauffer la voiture et on verra bien, on espère que premièrement, il n'y ait pas de fuite, ce qui ne devrait pas être le cas, et que deuxièmement, la réparation du radiateur tienne le coup. Allez. Donc, on ne peut pas voir la température du liquide de refroidissement parce qu'il est indiqué que le toit n'a pas terminé son cycle. Mais pour que le toit termine son cycle, on doit mettre le toit en place. Donc mettons la partie arrière du toit, comme ça, il saura qu'il est en place. Et on devrait pouvoir voir la température du liquide de refroidissement. Faisons ça.
C'est la première fois qu'on bosse sur une 458, donc on apprend toutes ces petites particularités au fur et à mesure. Mon père et moi, on est en train de poser la partie arrière du toit, et on espère qu'une fois que tout sera en place, on pourra finir le cycle du toit, c'est-à-dire l'ouvrir ou le fermer. Et je devrais pouvoir scroller sur le tableau de bord pour voir la température du liquide de refroidissement. Le toit est ouvert, et je peux maintenant faire défiler le tableau de bord. Ah voilà, la température du liquide de refroidissement. Ouais, on va tester ça. Ok, on est à 80 degrés. On devrait avoir des ventilateurs qui se mettent en marche à environ 32 degrés. Ce tuyau du bas commence à chauffer. Pour l'instant, pas de fuite. Ouais, ça a l'air bien sec. Maintenant, ça commence à monter en température. On va bientôt atteindre les 90 degrés. Oh non. Oh non. Oh non. Accélère, accélère. Ah. Tout le monde disait que ça marcherait pas. Ils avaient raison. Ouais, il y a tout qui coule. Ce serait pas nous. Non. Ah ouais, regarde ça. On dirait que la chaleur a complètement fait fondre les attaches qu'on avait mises. Le problème, c'est que on ne peut pas se procurer de radiateur. Il faut attendre 2 semaines pour en avoir un de chez Ferrari. Donc, on va devoir... La réparation a marché en partie, mais je pense qu'il faut juste y aller un tout petit peu plus. Et essayer d'avoir un peu plus de pénétration sur la soudure plastique. Et je pense que ça pourrait tenir le coup parce que ça transpire juste. Voilà, regarde. Oh ouais, regarde ça là. Prêt? Lève juste ça. Ça coule, ouais, regarde ça. On doit laisser la pression baisser. Ouais, on doit la laisser baisser. Ce ne serait pas nous si on ne se renversait pas de liquide de refroidissement sur le sol en mettant du liquide de refroidissement dans la voiture. Allez, je suis sûr qu'on peut arranger ça. Ok, voyons si on peut réparer ce radiateur. C'est pas fait pour ça. Mon père recommence avec les attaches en plastique. Et pendant qu'il faisait ça, je suis parti aller chercher autre chose. Ouais, j'avais le choix entre 2 trucs parce qu'ils n'avaient pas de colle JB Weld. De la colle époxy, pour les travaux les plus difficiles sur Terre, imperméable, pour la plomberie, l'automobile, le remplissage de joints, les réparations domestiques, et résiste aux températures extrêmes. Ou l'autre option, c'est l'époxy Crystal Clear. Aussi pour les travaux les plus difficiles sur Terre. Résiste aux températures extrêmes, mais seulement jusqu'à 82 degrés. Ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Donc on va essayer avec le premier. Je voulais être sûr que tout soit bien sec avant de l'appliquer. Alors, j'ai vidé tout le liquide de refroidissement qui était dans le radiateur. Ensuite, j'ouvre ce mastic et je le mélange pour l'activer. J'étale alors sur tout le radiateur, là où se trouve le trou. Et il faut laisser sécher le mastic pendant 24 heures. Ok, on verra plus tard dans la vidéo si ça a marché. Pour l'instant, les ailes devraient arriver, donc on va pouvoir commencer à les monter. C'est nul. Voilà les ailes avant, ou Fender si vous êtes américain. Avant de les monter, on doit percer quelques trous supplémentaires à l'emplacement du logo, car ceux qui sont déjà là ne sont pas assez grands pour l'accueillir. Ensuite, on peut le glisser à sa place. Donc le badge, ou le logo, est fixé avec des écrous et des boulons. Mais je suis surpris que Ferrari ne l'ait pas soudé. Je pense que la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas soudé, c'est peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder à l'arrière. Ou pour les autres éléments qu'ils ont vissés et soudés. Je crois qu'il y a un gars qui s'occupe des écrous et des boulons et un autre qui fait la soudure. Et ils ne parlent pas entre eux. C'est vraiment intéressant de découvrir comment cette Ferrari est construite. Et on voit clairement qu'elle est faite à la main. Ce qui est plutôt cool. Ça, c'est des souvenirs. Maintenant que le logo est sur les ailes, je peux les glisser sur la voiture et les aligner avec la porte. Le carrossier a déplacé les charnières de la porte côté passager pour qu'elles soient bien alignées avec le car arrière. Il ne me reste plus qu'à vérifier que l'écart entre la porte et l'aile est correct. Et que ça a l'air bien des deux côtés. C'est l'heure maintenant de mettre le nouveau capot. C'est un capot standard qui m'a coûté 3000 livres sterling neuf. Mais je ne pouvais rien y faire. Le capot de rechange n'était pas bien ajusté.
J'espère juste que celui d'origine va bien, parce qu'on s'est engagé à le garder. Le logo est à l'avant, je vais maintenant faire glisser ce tuyau de lave-glace à l'intérieur du capot, puis fixer les gicleurs du lave-glace. Ouais! Ouais! Et puis je les glisse dans le capot. Insérer le produit de lavage. Allez! Allez! Ouais! Ouais! Ok. Mais tout ça pourrait changer quand on mettra le pare-choc. Et ça fait combien de temps qu'on l'a mis déjà? Environ 6 heures. 6 heures, c'est presque 24 heures, non? On essaye pour voir si ça fuit? Allons-y. C'est parti. On va faire monter le liquide de refroidissement en température et tous les yeux sont rivés sur notre réparation. Ça doit marcher. Allez. On est à 90. On en est où? Jusqu'ici, tout allait bien. Jusqu'à ce que... Oh non, ça sort. Oh non! Non! Ah ouais, regarde. Oh, on était à 2 doigts. Ouais, ça fuit. Mais il y en a vraiment peu, non? On en est réduit à nos derniers recours. On utilise le reste de l'époxy. On continue, on n'a pas d'autre choix. 2 semaines d'attente pour un radiateur ou 5 livres pour le réparer avec de la colle époxy pour barbecue. Moi, je choisis sans hésiter la colle époxy pour barbecue. On était vraiment proches. Mais on n'abandonne pas. C'est pas notre genre, on y va à fond. Allez. Je crois avoir lu quelque part que la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Eh bien, on dirait qu'on est fou alliés. On a décidé de mettre plus d'époxy sur ce radiateur, et on espère que ça va marcher. Cette voiture doit être prête dans quelques jours, et vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Mais maintenant, ça devient super intéressant. Le pare-choc avant va être assemblé aux ailes pour la première fois depuis qu'elles ont été peintes. Pour l'instant, tout va bien. Ouh, elle a fière allure là. Juste comme ça. Mais ça va changer quand on va fermer le capot. Vous voyez qu'il était juste un peu trop haut. Donc, on a dû faire ce que cette Ferrari devait faire, utiliser des entretoises. Elles vont se mettre sous le pare-choc, ce qui va le soulever, et on pourra ensuite remettre les boulons en place. Si on faisait ça sur une autre voiture, ça aurait l'air un peu bâclé. Mais comme cette voiture avait des entretoises d'origine, ça ne me dérange pas trop. Et voilà. Ouh! C'est presque fini. Ok. Ça change vraiment la donne. Ouais, ça a fait une différence. Je pense que si on fait un petit compromis et qu'on la baisse un peu plus, ça pourrait marcher. Je trouve que le capot est encore un peu trop haut. Alors je suis passé en dessous pour tirer le loquet vers le bas et que le capot soit bien aligné avec le pare-choc avant, ce qui est plus esthétique. Oh, quelle voiture! Tout commence à prendre forme. Et maintenant qu'on est content de l'alignement de l'avant, Liam et moi, on va commencer à monter la cuve et tous les panneaux à l'avant, y compris les essuie-glaces et le joint de la cuve. Oh! 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 Et la bonne nouvelle, c'est que les rondelles marchent. Il ne reste plus que quelques petites choses à faire à l'avant, en l'occurrence les dessous de caisse. Heureusement, ils ont survécu à l'accident. Donc on peut les réutiliser. Ils se glissent sous le pare-choc de chaque côté. Il y a plein de boulons qui les maintiennent en place. Et le travail est fait pour le dessous. Je redescends pour poser le revêtement de l'arche. J'ai dû changer la pièce du côté gauche. Mais celle du côté droit était toute en bon état. Une fois ces pièces installées, l'avant de la voiture est pratiquement terminé. Ok, on avance. Phare, capot, pare-choc, aile, tout est en place. On croise les doigts. J'espère vraiment que le radiateur va tenir le coup. On va attendre 24 heures avant de réessayer. Ça a l'air vraiment super cool. Elle a fière allure. C'est vraiment propre. Ouais, j'adore vraiment. Le carrossier a dit qu'il fallait nettoyer et polir la voiture parce qu'elle venait d'être repeinte. Mais on ne s'en fait pas trop pour ça, pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à construire l'arrière de la voiture, en commençant premièrement par le pare-choc, mais avant ça, on doit s'occuper de l'échappement aussi. Je vais vous montrer.
Voici un système complet de Valvetronic, avec des collecteurs de la même longueur. Ils sont de la même longueur. Un tuyau avant et un silencieux arrière. Donc, demain, là où va cette voiture, on doit rester en dessous d'un certain niveau sonore. Cette voiture aura un son incroyable. Mais demain, on ne peut pas trop faire de bruit. Donc je pense que ce sera une meilleure idée de juste mettre la partie arrière pour l'instant. Ça donnera un tout petit peu de son et on mettra le reste probablement plus tard si tout le monde s'abonne à la chaîne. D'abord, on fait l'arrière. Bon, commençons par retirer le silencieux arrière d'origine du système d'échappement. Il y a 2 colliers de serrage de chaque côté. L'un d'eux se casse, mais l'autre se détache assez facilement. Après ça, il y a plein de supports d'échappement qui fixent l'échappement au châssis de la voiture. On doit défaire chacun d'entre eux qui relie le silencieux à l'arrière de la voiture. Après ça, on va devoir défaire ce support ici pour avoir assez de place pour retirer l'échappement. Je suis en train de défaire les derniers supports, et puis il y a ces tuyaux qui sont branchés à la valve. Il faut les débrancher, puis je vais connecter le tuyau qui relie les 2 boîtiers arrière, ce qui m'a demandé un petit peu de persuasion. Une fois que c'est fait, ça va être beaucoup plus facile d'enlever les boîtiers arrière, un de chaque côté. Oh, ouais! Et vous pouvez voir la différence de taille entre le modèle standard et celui de Valvetronic. L'ancien silencieux arrière a été retiré, donc maintenant on a des collecteurs d'échappement standard, des convertisseurs catalytiques droits. L'ancien silencieux arrière est énorme par rapport à ça. Ensuite, il y a la valve standard, donc la vanne s'ouvre ou se ferme et je suppose qu'il y a une sorte de redirection à l'intérieur du boîtier arrière. Donc, les gaz d'échappement prennent toujours le chemin le plus rapide. Le moteur est aspiré, ça va probablement ouvrir la soupape pour faire plus de bruit. Sur ces modèles, avec le système Valvetronic, je peux le brancher à un système électronique pour le contrôler avec un bouton, mais je pense que je vais m'en tenir à celui d'origine. Parce qu'il y a toujours le truc à dépression, sur lequel je peux brancher la conduite à dépression, et ça devrait marcher pareil que sur le système standard. Donc, une fois que vous commencez à faire tourner le moteur, et que ça crée une dépression, ça s'ouvre, et les gaz d'échappement descendent ici, dans le silencieux, et ressortent par l'arrière. Mais par contre, quand c'est ouvert, comme ça va descendre ici, et sortir directement par l'arrière. Donc, ça devrait donner un son plutôt cool. Mais on doit faire le démarrage obligatoire sans le silencieux arrière, pour voir comment ça sonne. Ça a l'air correct ? Ouais, c'est correct. C'est pas tout à fait ça, mais le son est bien plus profond maintenant. Ouais, c'est pas aussi fort que ce que je pensais. En fait, je pense que le bruit vient surtout des collecteurs, mais que le son provient du silencieux arrière. Donc, remettons ce silencieux arrière et voyons si on obtient la tonalité réelle. Mais je ne pense pas que ce sera plus fort que ça. Et au pire, ce sera plus silencieux, ce qui pourrait nous convenir. Ça pourrait être pas mal. Ça ne me ressemble pas du tout. D'habitude, on opte pour un pot d'échappement super bruyant. Le problème, c'est que si je mettais les collecteurs et ces tuyaux avant, on aurait un pot d'échappement super bruyant. Mais on ne pourrait pas faire ce qu'on a prévu de faire demain avec la voiture. Donc pour l'instant, on garde le boîtier arrière Valvetronic. Ce sera intéressant de voir quelle différence ça fera au niveau du son. Il s'adapte exactement comme celui d'origine. Donc il y a 2 conduites de dépression. Ici, il y a les solénoïdes, là et là. Et les 2 tuyaux du bas qui sortent de là descendent ici, 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 jusqu'à ce réservoir qui contient le vide du moteur. Donc ça aspire tout le temps. Quand la voiture roule, ça aspire. Mais ces solénoïdes-là ne laissent pas passer le vide tant qu'ils ne s'ouvrent pas. Et c'est en fait ce qui aspire les soupapes pour les ouvrir. On peut le faire avec nos nouvelles conduites de vide, parce que ces tuyaux-là n'atteignent pas l'actionneur.
l'actionneur. On doit donc remplacer ces conduites à vide standards, qui vont des solénoïdes aux soupapes. Ah, mais une fois qu'on les a enlevés, grands, petits, on s'est rendu compte qu'un côté était petit et l'autre grand. Donc, on va devoir faire une modification pour que ça marche. Une fois les deux retirés, mon père a trouvé un tuyau de carburant qui s'adaptait aux solénoïdes. Et ensuite, le tuyau qu'on avait avec l'échappement Valvetronic allait être recouvert d'un peu de colle et glissé dans le tuyau de carburant. Encore une fois, c'est juste une pression négative qui passe par là, donc ça ne devrait pas éclater la conduite de dépression. Je dois maintenant couper la conduite à la bonne taille d'un côté, puis glisser une autre conduite de vide de l'autre côté et la couper à la bonne taille. Je peux ensuite brancher le tuyau sur la valve d'échappement d'un côté et sur la valve d'échappement de l'autre côté. Maintenant qu'ils sont en place, on peut serrer tous les supports et resserrer tous les colliers d'échappement qui le relient au reste de l'échappement standard. Boîtier arrière Valvetronic à installer. L'échappement est installé. Faisons un essai. Et heureusement, je me suis comporté comme un propriétaire de Ferrari raisonnable. Car ça va juste faire un tout petit peu de bruit. En fait, c'est un système complètement légal, avec les soupapes d'origine. On va voir ce que ça donne, parce que je suis un mec classe. Je suis pas d'accord. Et action! C'est tout de même un peu bruyant. Ça sonne bien. Ouais, ça a l'air bien. Ouais, c'est plutôt sympa comme son, non? Qu'est-ce que t'en penses? Y a pas beaucoup de différence par rapport à avant, c'est un peu plus rauque. C'est plutôt sympa. C'est pas trop fort. Je peux toujours discuter derrière la voiture, contrairement à la SVJ où c'était juste impossible. Ouais, c'est plutôt cool. Maintenant, commençons à assembler l'arrière. Maintenant que l'échappement est en place, on peut commencer à monter le reste des panneaux de carrosserie. On commence par ce panneau qui se trouve juste derrière le moteur et qui a un feu stop. Et on visse tous les boulons. Voilà le résultat. 4 rondelles en dessous. Et Ferrari a utilisé 4 rondelles pour espacer le bas du panneau et s'assurer qu'il soit bien aligné avec le pare-choc. Je vais donc mettre les 4 mêmes rondelles qui sortent de chaque côté. Maintenant, on va voir si c'est comme ça ou comme ça. On a mis le même nombre d'entretoises que d'habitude, mais on a ajouté 7 barres et c'est là-dessus que ça repose. Donc 7 barres, en réalité, on ne savait pas trop où la mettre. Donc, si l'écart est un peu plus grand en haut du pare-choc, alors on doit retirer une entretoise pour pouvoir l'abaisser. Et ce sera pareil de ce côté-là. C'est là que se trouvent les entretoises. Et ça va juste s'ajuster à plat contre le pare-choc. Et voilà le nouveau pare-choc que j'ai réussi à trouver sur eBay. En plus, il y a des petits éléments en carbone qui, je pense, sont des options supplémentaires. On a transféré tout ce qu'il y avait sur notre pare-choc, ce qui était bien, comme la caméra et les capteurs de stationnement. Ça a l'air plutôt bien. Ouais, ça a l'air plutôt bien, non? On l'a fait peindre, et maintenant, on peut l'installer sur la voiture. Pour l'instant, ça s'aligne plutôt bien. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le fixer à la voiture, de brancher tous les connecteurs électriques au capteur de stationnement et à la caméra arrière. Relax! Et ensuite, on pourra installer les feux arrière. Ils se glissent de chaque côté. Puis, il y a 3 écrous à l'arrière auxquels on peut accéder par le passage de roue arrière. Il ne faut pas oublier de les rebrancher après. Ça commence vraiment à prendre forme maintenant. Ouais. Une fois le pare-choc arrière installé, je peux faire les derniers ajustements dans le compartiment moteur, c'est-à-dire tous les capots moteurs du côté gauche et du côté droit, ce qui rend le compartiment moteur vraiment plus élégant. Et enfin, la voiture peut être remise en place sur le pont élévateur car il faut bien sûr installer le diffuseur arrière. Heureusement, il n'a pas été abîmé dans l'accident. Donc on peut le glisser à sa place, remettre les vis d'origine, et c'est presque comme si rien ne s'était passé. Un diffuseur et un pare-choc montés sur la voiture. Finalement, le revêtement de l'arche. On a pu réutiliser tout le revêtement de l'arche à l'arrière. Rien n'était abîmé. Bon, je ne peux pas mettre ce revêtement d'arche avant, parce qu'il y a un écrou et un boulon ici, auquel je dois accéder pour mettre la jupe latérale. Je n'arrive pas à mettre la jupe latérale parce que la rampe est vraiment trop proche. Donc ce qu'on va faire, c'est la mettre sur ses roues, la descendre, et après on pourra la reculer.
Et alors, on devrait pouvoir monter la porte et l'intérieur pendant que je pose le revêtement de l'arche et la jupe latérale. Ça semble être un bon plan. C'est le plan. On met les roues et on la fait reculer. On met les roues qu'on a achetées dans la dernière vidéo et on pourra enfin faire avancer la voiture pour bosser sur l'intérieur. Quand j'ai vu cette voiture au sol, j'avais vraiment hâte de voir le résultat final. Mais on n'en est pas encore là. Carte de porte, fraîchement réparée. Est-ce que c'est pas génial ça? Si vous vous souvenez bien, quand on a récupéré cette voiture, seuls 2 airbags s'étaient déclenchés, ceux qui étaient situés dans les panneaux de porte gauche et droit. Donc on a retiré la garniture de porte et on l'a envoyée chez Autotrim pour qu'elle soit réparée. Il ne nous restait plus qu'à acheter 2 nouveaux airbags pour le côté conducteur et le côté passager. Une fois qu'on a eu les airbags, on a pu les remettre dans les panneaux de porte de chaque côté. Et les panneaux sont prêts à être réinstallés sur la porte. Pendant que mon père s'en occupe, j'ai acheté un rétroviseur extérieur et j'ai dû en acheter un nouveau. Les 2 connecteurs électriques qui se clipsent à l'arrière du rétroviseur servent pour le chauffage, puis il suffit de le mettre en place. Une fois que j'ai fait ça, je peux soulever le côté gauche de la voiture, enlever les 2 roues et installer la jupe latérale. Et voici une jupe latérale fraîchement peinte, ou si vous venez des États-Unis, ils appellent ça des rockers. Une fois que j'ai mis le support en plastique dans lequel il s'emboîte, je peux pousser la jupe latérale pour la mettre en place. Il y a plein de boulons en dessous et quelques-uns au-dessus. Ensuite, ce panneau de protection en carbone Ferrari se colle juste par-dessus les boulons. Je peux enfin mettre l'écrou et le boulon qui relie la jupe latérale au quart arrière. Et une fois que c'est fait, je peux installer le revêtement de l'arche de la roue arrière. Passons maintenant aux ceintures de sécurité. Elles sont revenues de l'équipe chargée des airbags après que l'explosif qu'elles contenaient ait été remplacé. Parce que quand les airbags se déclenchent, les ceintures de sécurité se déploient aussi, les bloquant pour maintenir le passage et le conducteur dans leur siège. Mais maintenant qu'elles ont été réinitialisées, je peux les remettre en place dans la voiture, et une fois que je les aurai remises en place, je pourrai commencer à réinstaller toutes les garnitures en cuir qui les recouvrent. Le boulot est fait ici. Je peux enfin mettre le joint de porte et le panneau de protection du côté droit. Bon, ce côté de la garniture est terminé. La voiture a besoin d'un petit nettoyage, mais on y arrive. La ceinture de sécurité est installée, elle se fixe au siège, qu'on va remettre en place. Je ne sais toujours pas si cette voiture roule sans problème. Elle va avoir besoin d'un réglage des 4 roues. Mais en ce moment, il est 23h30. Et on doit avoir la voiture prête pour 6h demain matin. Parce qu'on va la conduire quelque part, vous verrez bien. Donc, comme on ne veut pas s'arrêter pour commander à manger, on a le substitut de repas parfait, qui est bien sûr l'un des nombreux produits de YFood. YFood, c'est une boisson qui remplace un repas. Ce n'est pas une boisson diététique, ce n'est pas un shake protéiné, ça remplace juste un repas dans la journée. Ça vous apporte toutes les vitamines et tous les minéraux dont votre corps a besoin pour votre prochain repas. Ouais! Un autre truc sympa, c'est qu'il y a plein de saveurs différentes de YFood à choisir. Il y a la saveur banane, la saveur baie fraîche, le café froid, qui, on l'a découvert, contient un peu de caféine, ce qui nous aide à passer la nuit. Ce qui nous aide beaucoup. C'est parfait pour les gens qui sont toujours en mouvement, comme nous. Ça contient 26 vitamines et minéraux, c'est riche en fibres et en protéines, c'est sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Et en plus de ça, ils ont aussi sorti les bars snack YFood. Encore une fois, c'est plein de bonnes choses pour vous permettre de tenir jusqu'au prochain repas. Boum! Ouais. La question c'est, est-ce que le voyant de l'airbag s'est éteint? Et la réponse est non. Même si on a réinstallé les 2 airbags de chaque côté et remis les sièges et les ceintures de sécurité, le voyant des airbags est toujours allumé. Je vais brancher le lecteur de code pour voir si on peut l'éteindre. Mais une fois qu'on a lu les codes, il y avait encore 11 défauts dans le système d'airbag. Airbag conducteur avant niveau 1. Prétentionneur côté conducteur avant. Données d'accident sur l'airbag conducteur avant. Tous les problèmes du système d'airbag étaient toujours là. Et vous pouvez voir que la mémoire de l'ECU était bloquée. Donc on va peut-être devoir retirer l'ECU de l'airbag, qui est vissé quelque part sur le châssis de la voiture, puis réinitialiser manuellement à l'extérieur de la voiture. Si vous voulez vous procurer un pack dégustation de YFood, le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et là sur l'écran, vous voyez un code promo qui vous permet d'acheter votre saveur préférée à un prix un peu moins cher. Les packs dégustation sont vraiment pas chers. Bon.
On va essayer de conduire ce machin et espérer que ça marche. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de réparer le problème d'airbag. Parce qu'aujourd'hui, nous avions rendez-vous. Et il fallait que la voiture soit prête. Mais malgré le problème d'airbag, la 458 était fin prête. Elle était superbe. Elle est terminée et elle est superbe. Vous remarquerez peut-être qu'on est sur un circuit automobile et qu'hier soir, on est resté debout jusqu'à environ 3h30 du matin pour finir la Ferrari. Alors, on n'a pas encore passé le contrôle technique parce qu'il faut qu'on éteigne le voyant de l'airbag. Mais quoi de mieux pour tester la voiture que de l'emmener sur la piste d'essai de Top Gear ? Si vous avez déjà regardé Top Gear, vous savez combien de voitures importantes ont roulé sur ce circuit. Et c'est parti! C'est parti! Il est parti! Beaucoup de roues patinent au départ. Vous connaîtrez aussi le classement. Et dans ce classement, la Ferrari 458 a fait un tour de piste avec Stig au volant. En 1 minute, 19 secondes et 10 centièmes. Je voulais voir si ma 458 pouvait faire aussi bien. Voire mieux. Ce n'est même pas moi qui vais conduire. Nous avons avec nous l'ancien Stig, Ben Collins. De retour en action. Allons-y. Voici l'ancien Stig, Ben Collins. Qui de mieux pour essayer de battre le record que celui qui l'a établi au départ? Donc 1 minute 19 secondes et 10 centièmes était le temps officiel que t'as fait à Top Gear. Je suppose que t'as fait au moins 8 tours ou... À peu près. Ouais, environ 8 tours pour faire ce temps. On ne va probablement pas lui donner ça. Je vais insister et on verra ce qu'on peut faire. Je vais faire tourner les roues et donner un bon coup. Je vais te regarder faire, je vais pas m'asseoir côté conducteur. D'accord. Ouais, croisons les doigts, parce que si on bat le record qu'on a établi avec la 458 qu'on a reconstruite, alors ce sera le summum. Allez Ben, c'est parti. Nous y sommes. Le shakedown de la 458. C'est un moment assez bizarre parce que je ne conduis pas. Et j'ai vraiment peur. Elle a un bon son. Oh, ça a l'air cool, et c'est juste avec la boîte arrière. Il y est allé à fond. En fait, c'était juste le tour de chauffe de Ben pour vérifier que tout marchait bien. Jusqu'ici, tout allait bien. Bon, les freins marchent. C'est toujours un soulagement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça roule plus que dans mes souvenirs. C'est peut-être juste parce que la voiture commence à vieillir. Difficile de croire que ce modèle est sorti il y a plus de 15 ans. Donc c'est peut-être juste que la suspension est un peu plus usée. Ou alors c'est peut-être le fait que Matt l'a bricolé. Comment il va? La voiture est toujours en un seul morceau. Et vous pouvez voir que j'ai une Ferrari. Ouais, j'aime bien ton t-shirt. Allez Ferrari! Mais une fois que la voiture a atteint les derniers virages, elle a commencé à perdre un peu de vitesse. Oh. Premier tour bouclé. Ah. Premier signe de problème. C'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse fait un peu n'importe quoi, là. Quand Ben est sorti du dernier virage, la boîte de vitesse a commencé à passer les vitesses supérieures, même si elle était en mode manuel. Ça va? La boîte de vitesse a fait un truc bizarre quand j'ai pris un virage un peu trop large. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il soit arrivé au système de traction, ça a dit à la boîte de vitesse de faire un truc, et elle ne voulait plus changer. Pour changer de vitesse? Évidemment, je veux essayer, au cas où il y aura un problème avec la boîte de vitesse. Alors autant y aller à fond, non? Ouais, vas-y, je pense que tu peux envoyer la sauce. Ben étant plutôt content de la voiture, il nous a donné le feu vert pour chronométrer son premier tour. 3, 2, 1, partez! Allez, Stig! Il vole! Oh, il est coincé! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Mais ensuite, tout a déraillé. C'est pas vrai, Matt. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! C'est quoi ce truc? Bon, le système est complètement en panne. Il y a clairement pas d'ABS dans le premier virage.
L'arrière a dérapé, bloquant l'essieu arrière. C'est probablement ce qui a aussi fait passer le véhicule au point mort. Bon, on va faire tourner le moteur de cette pauvre voiture. Oh, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Allons-y. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture semblait avoir pris le contrôle. Je vais réessayer. Bon, ça m'a juste donné un petit avertissement. Donc je peux en tirer une leçon. Je vais freiner un peu plus en douceur pour le premier virage. Et je pense que je dois conduire cette voiture comme si elle n'avait pas d'ABS. Probablement parce qu'elle n'a pas d'ABS. La seule chose à laquelle je pouvais penser ici, c'était bien sûr le module d'airbag, qui devrait se trouver au centre de la voiture. Bien sûr, le problème, c'est qu'il est bloqué. On doit le réinitialiser après l'accident pour être sûr qu'on peut rouler. Mais on ne l'a pas fait. À l'intérieur de ce module d'airbag, qui est fixé au centre de la voiture, il y a un capteur de lacet qui détecte quand la voiture accélère, ralentit et prend des virages. Ces capteurs indiquent non seulement aux airbags quand se déployer, mais ils aident aussi l'ABS et le contrôle de traction à signaler à la voiture quand elle bloque les roues ou freine la traction. C'est peut-être parce qu'on n'a pas réinitialisé le module des airbags que la voiture est perturbée, mais c'est juste une supposition. Je sais pas si c'est un truc que tu peux régler sur ta voiture, mais quand j'ai freiné dans le premier virage, il n'y avait pas d'ABS et l'arrière a dérapé, tu vois ce que je veux dire? Je vais réessayer. Je vais juste devoir modérer le premier virage pour le passer. Et quand ce sera fini, tu dois d'abord finir avec ça. Mais malgré ça, Ben allait tenter le coup une nouvelle fois. 3, 2, 1, c'est parti! Cette fois, ça avait l'air bon. Elle a survécu au premier virage. Il a passé le premier virage, bonne nouvelle! Mais regardez ce roulis. Ce n'est pas normal. Quoi qu'il en soit, Ben a terminé le tour à fond. Il arrive maintenant dans la partie la plus longue du circuit, reste entre les lignes blanches, puis accélère à la sortie. C'est flippant. Allez, Ben. Mais quand la voiture a atteint la ligne d'arrivée, elle est tombée en panne. Oh! Oh oh! Oh oh! Oh là là! On est au point mort, ce qui n'est jamais une bonne idée pour aller vite. La voiture s'est complètement arrêtée. Voyons ce qu'on peut faire. Ok, c'est super confus. Je crois qu'elle marche pas. On devrait peut-être s'en tenir au Lamborghini. Panne de l'ECS, panne du Manettino, panne du lave-glace, panne de l'ABS, boîte de vitesse, frein de stationnement. J'ai l'impression d'être dans un tas de ferraille. C'est comme si elle disait « j'en ai marre ». Ouais. Elle s'éteint complètement maintenant. Ah bon? Ça empire, ça s'améliore pas. On a éteint et démarré la voiture, et on a essayé encore et encore. Mais à chaque 2, fois, 1, ça foirait. c'est parti! En espérant qu'elle survive ce tour. Oh! Oh là là. Ouais, ça n'a pas du tout plu, hein. La mission a un peu foiré. Elle roule, elle avance, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'au début de la vidéo, mais elle ne roule pas correctement, on dirait qu'elle fait des caprices. On a essayé, on a donné sa chance à Ben, on a fait un tour qui ressemblait à un tour de chauffe. Maintenant, on doit comprendre ce qui cloche avec cette Ferrari. Retour au studio. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, lequel est-ce? Je pense que c'est le vert. Je pense que t'as raison. like a drug that